Bon, il était jeune, là, je trouve qu'il avait 25 ans. Beau mec, hein. Ouais, petit frère. On était vachement proches avec Christophe. Quand j'avais des soucis, machin, je l'appelais, voilà. Ça, c'est Christophe. C'est Titi. Son surnom dans la famille, c'est Titi. C'était un... Ouais, c'était... J'ai du mal à parler comme ça. C'était une belle personne. Une très belle personne. Sandrine Orsaz a appris la disparition de son frère il y a 6 ans. Mon frère et sa fille, Célia. Tué avec sa fille, âgée de 18 ans, dans des circonstances effroyables. Mon frère me manque. Célia aussi. C'est la prunelle de ses yeux, sa fille. Oui, il la gâtait, hein. C'était sa seule fille. Hein. Il n'y a pas eu d'autres enfants, donc il faisait beaucoup de montagnes avec sa fille. Il m'a envoyé beaucoup des photos sur Messenger, leurs montagnes. Une tragédie dans laquelle se mêlent manipulation, jalousie et harcèlement. Et dont un homme et une femme se rejettent depuis des années la responsabilité. L'affaire a pour théâtre une petite ville de l'Ariège, Mirepoix, 3000 habitants. Christophe et Célia Orsaz vivent ensemble dans cette grande maison, un gîte rural. La jeune fille y a rejoint son père après plusieurs années sans le voir, en raison d'un divorce conflictuel. Tous les deux profitent alors du bonheur de s'être retrouvés, comme sur ces images, 6 mois avant de disparaître. Allez. Soufflez. Allez, on souffle les deux. 1, 2, 3. T'as fait? Ah, vous puez de la gueule, là. Cet été-là, après avoir obtenu son bac et en attendant de commencer ses études d'esthéticienne, Célia accompagne son père, jardinier, chez ses clients. Sa meilleure amie, Valérie, se souvient encore de leur dernière conversation. On se parlait tous les jours avec Chris. C'était le 30 novembre 2017. Christophe devait déposer Célia à la gare après un dernier rendez-vous avec un client. Vers les 13h, il était en train de déjeuner avec sa fille chez lui à Mirepoix. Et donc, il m'envoie une photo, ils étaient tous les deux attablés. Je savais qu'il était triste sans le montrer, puisque sa fille le quittait le soir pour rejoindre son chéri. Il profitait de tous les moments avec elle, vraiment, vraiment au maximum. Et puis, il me dit, écoute, là, je vais chercher de l'essence. Et puis, après, on va à ce rendez-vous professionnel que j'ai à 17h. Vers 18h, je lui envoie un petit message en lui disant écoute, coucou, comment s'est passé ton entretien? À minuit avant de me coucher, toujours pas d'accusé de réception. Donc je me dis, non, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Christophe et Célia ne donneront plus aucun signe de vie. Leurs proches signalent leur disparition dès le lendemain. Les gendarmes établissent que le père et la fille ont quitté leur gîte à 16h, comme on le voit sur cette image de vidéosurveillance. Mais Célia n'est ensuite jamais montée dans le train pour rejoindre son petit ami. Leurs 2 téléphones ont cessé d'émettre vers 16h30, à 30 km dans la direction opposée de la gare, dans ces montagnes. Et c'est là que 24 heures plus tard, le véhicule de Christophe est découvert dans la neige, carbonisé. Dans l'utilitaire, la poignée d'une valise appartenant à Célia. Mais aucun corps. Les chiens de la gendarmerie suivent une odeur sur quelques mètres avant de s'arrêter net. Le père et la fille sont-ils partis volontairement ? Christophe a-t-il pu faire du mal à Célia? Ont-ils été victimes d'une mauvaise rencontre? Toutes les pistes sont envisagées par les enquêteurs.
On est sur l'hypothèse accidentelle ou le drame familial, et donc c'est l'idée qu'on peut avoir les corps du père et de sa fille qui sont à proximité du véhicule. Il y a des grosses recherches opérationnelles qui sont menées, il y a une 50aine de gendarmes hélicoptères, on y a mis des spéléologues, puisqu'il y a une zone dans laquelle il y a une 50aine de gouffres qu'on a tous fouillés intégralement. On a fait également intervenir des plongeurs. Au fur et à mesure que les recherches sur le terrain étaient infructueuses, ça crédibilisait évidemment l'hypothèse criminelle. L'entourage de Christophe est interrogé. Et un nom est sur toutes les lèvres. Celui d'une femme, son ancienne compagne, Marie-Josée Montesinos. Leur histoire d'amour a commencé sur Internet en 2012, via un groupe Facebook autour de leur passion commune, la randonnée. Un petit coin que j'apprécie particulièrement. J'ai toujours aimé ce petit coin. C'était Marie-Jo qui m'avait fait connaître là-dessus. Elle est infirmière dans une clinique de la région. Elle a 50 ans, elle est divorcée et maman d'une fille. La sœur de Christophe se souvient d'une relation tumultueuse. Pour un rien, elle faisait des histoires. Elle déclenchait des disputes. Il encaissait beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ? Parce qu'il l'aimait. Parce que inconsciemment, il savait qu'elle était toxique, elle était jalouse de Célia. C'est pour ça que quand Célia est venue vivre avec son père, elle n'a pas supporté. Il a eu le courage de la quitter grâce à Célia. Après 4 ans de relation, Christophe chasse Marie-Josée du gîte. Dans les jours qui suivent, il est victime d'un cambriolage et les pneus de son véhicule sont crevés. Puis, les uns après les autres, ses employeurs le licencient. Christophe découvre que Marie-Josée Montesinos l'a dénigré auprès d'eux, racontant qu'il est voleur, manipulateur, pervers. Christophe Orsaz dépose alors plusieurs plaintes contre son ex-compagne. Aux gendarmes, il explique. Quand je l'ai quittée, elle m'avait dit « Tu m'avais promis que tu ne repartirais plus. Je vais te le faire payer. Je vais te détruire. Je vais te faire mettre en prison. Tu ne passeras pas Noël avec ta fille. » 2 mois plus tard, c'est Marie-Josée Montesinos qui porte plainte contre Christophe pour des menaces de mort et des violences. Il me mettait des claques, me tordait le bras, m'attrapait à la gorge. Lorsqu'on se disputait, il me disait « Si tu racontes quoi que ce soit à quelqu'un, je t'étrangle. Je connais des gens et je te ferai violer par 7 ou 8 mecs. » Parole contre parole, le conflit s'enlise. Selon ses proches, Christophe commence à craindre son ex-compagne. Elle rôdait autour du gîte. Il m'a dit, écoute, elle est garée devant, je sais que la voiture qui est là depuis 2 heures, c'est elle. Elle se cache, elle croit que je la vois pas, mais je sais que c'est elle. Et n'empêche qu'il n'osait pas sortir. Il était dans un état de peur par rapport à cette femme. Il le disait à tout le monde. Moi, combien de fois j'ai eu mon frère en pleurs au téléphone ? Il m'a toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, à Célia et à moi, c'est la Montesinos. Les enquêteurs acquièrent la conviction que l'infirmière est impliquée dans la disparition de Christophe et sa fille. Ils la placent sur écoute et découvrent qu'elle a un nouveau compagnon. Il s'appelle Jean-Paul Vidal. Or, les gendarmes établissent qu'il est l'utilisateur d'un téléphone à carte prépayé qui a été activé la veille de la disparition et n'a servi qu'à contacter Christophe Orsaz. Pour eux, Jean-Paul Vidal est celui qui a fixé le fameux rendez-vous professionnel à Christophe avant d'accompagner sa fille à la gare. Ils saisissent les portables de Marie-Josée Montesinos et de son amant et retrouvent des dizaines de SMS effacés, dont des messages troublants. C'est un dingue et je n'en peux plus d'être traqué comme une bête, ça m'épuise. Je vais t'aider pour trouver une solution. Je ferai tout mon possible pour t'aider, même si je dois être impliqué. J'ai des envies de meurtre. Enfin, les enquêteurs découvrent que tous les deux ont demandé à des proches de leur fournir de faux alibis. Le 11 juin 2018, 6 mois après la disparition,
Ils sont placés en garde à vue. Jean-Paul Vidal, puis Marie-Josée Montesinos craquent et avouent avoir tué Christophe et Célia. Les amants racontent avoir donné rendez-vous à Christophe Orsaz dans ce hameau isolé, inhabité pendant l'hiver. En arrivant, Christophe aurait laissé Célia attendre dans la voiture, puis aurait avancé entre les vieilles bâtisses. C'est alors que Marie-Josée Montesinos et Jean-Paul Vidal auraient surgi de cette grange et l'auraient battu avec des barres de fer, avant de le plonger, agonisant, dans cette fosse septique. Au moment même où ils s'en prenaient tous deux à Christophe Orsaz, ils percevaient les cris de Célia, dont ils découvraient à cet instant la présence. En effet, celle-ci, prenant conscience de la situation, s'était enfermée dans la voiture de son père. Elle hurlait. Jean-Paul Vidal raconte avoir pénétré dans le véhicule et ligoté Célia. Suivi de Marie-Josée Montesinos dans une autre voiture, il aurait emmené la jeune fille à une vingtaine de kilomètres de là, en contrebas d'un chemin, et lui aurait tiré une balle dans la tête. Puis le couple aurait dissimulé son corps et incendié le véhicule de Christophe à la sortie de la forêt. Avec ces aveux, dès le lendemain, les gendarmes découvrent les cadavres de Célia et Christophe. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos sont mis en examen et incarcérés pour le meurtre de la jeune fille et l'assassinat de son père. Comment expliquer un tel déchaînement de violence ? Le rôle de Jean-Paul Vidal interroge particulièrement, lui qui ne connaissait même pas Christophe Orsaz et sa fille. C'est un homme sans histoire, marié, 3 enfants, décrit comme calme et affable. Il est carrossier et apprécié dans la région pour ses spectacles de cascade. Selon son avocat, il a été capable du pire uniquement parce que Marie-Josée Montesinos l'avait convaincu que Christophe Orsaz était un homme dangereux. Les craintes qui sont rapportées par Mme Montesinos ne suffisent pas. Elle va rédiger des courriers en se faisant passer pour M. Orsaz. Il va en recevoir sur son lieu de travail, il va en recevoir à son domicile, et c'est des lettres de, de menaces déguisées, jusqu'à certains courriers qui visent directement les enfants de M. Vidal. Et là, je pense qu'on franchit un cap et qui fait qu'on va basculer sur, on va dire, du projet à quelque chose de plus concret, et on glisse vers peut-être l'inévitable. Qu'est-ce qui était écrit dans ces courriers ? Sommairement, on pourrait dire « Je sais où vont tes enfants à l'école ». L'avocat rappelle que c'est Marie-Josée Montesinos qui a fourni les téléphones prépayés à son amant et a choisi le lieu du guet-apens. Et il affirme que c'est sous son influence que son client se serait résolu à éliminer Célia. Célia, elle n'est pas prévue. Célia, elle n'est pas prévue sur les lieux des faits, et les deux se trouvent dépourvus quant à sa présence sur les lieux. Quand M. Vidal va voir Mme Montesinos en lui demandant « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» La réponse, en quelque sorte, c'est « Si on la laisse partir, elle va tout dire. Tu ne reverras plus tes enfants. » Et on est encore sur ce qui fait peut-être la fragilité de M. Vidal, c'est la place qu'occupent ses enfants. Je ne dis pas que c'est une excuse, c'est un élément de compréhension sur comment on peut agir sur M. Vidal. Interrogée par le juge, Marie-Josée Montesinos conteste être l'instigatrice du piège mortel et d'avoir manipulé son amant. Je ne souhaitais pas la mort de Christophe Orsaz. C'est bien Jean-Paul Vidal qui souhaitait avoir une explication avec lui.
Il voulait lui dire d'arrêter de me menacer. Il était prévu qu'il le frappe à main nue et qu'il lui dise d'arrêter. Il n'y a eu aucune discussion avec Jean-Paul Vidal sur le sort de Célia. J'étais tétanisée, paralysée, incapable de réagir. A contrario, Jean-Paul Vidal affirme que c'est Marie-Josée Montesinos qui lui conseille de se servir du fusil. Et l'avocat de la famille des victimes souligne que c'est elle qui transportait l'arme. On sait que le fusil se trouve dans le coffre du véhicule qui est conduit par Madame Montesinos. Donc la question qui s'est posée, notamment le jour de la reconstitution, c'est de savoir qui avait ouvert le coffre. Il y a eu des investigations qui ont été faites. Il semblerait que M. Vidal ne pouvait pas prendre ce fusil de l'extérieur si ce n'était pas Mme Montesinos qui lui ouvrait de l'intérieur. Ce qui a fait dire au magistrat instructeur et à la chambre d'instruction que Mme Montesinos, elle a un rôle actif, matériel, dans les minutes qui précèdent le meurtre de Mme Célia Orsaz. Les avocats de Marie-Josée Montesinos n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Mais nous avons pu rencontrer sa sœur, avec qui elle a correspondu en prison. Annie décrit une personnalité perturbée, depuis un traumatisme subi dans son enfance. Quand Marie-Josée avait 8 ans, le souvenir que j'en ai, elle est partie en vacances. Tout à coup, on voit revenir quelqu'un qui se tait, qui ne mange plus, qui se racle la gorge en permanence. Elle ne pouvait plus avaler. En fait, pendant ses vacances, Marie-Josée aurait été violée de façon répétée par son père, aujourd'hui décédé. Selon Annie, ce drame aurait fait grandir sa sœur dans la colère et dans la haine. C'est resté le secret de famille. Elle a peut-être pensé qu'on ne la croyait pas. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Pour elle, ça a été une injustice supplémentaire. Elle s'est construite sur des fausses bases, sur des bases comme du sable mouvant, donc elle a fait ce qu'elle a pu. Maintenant qu'elle est devenue bourreau, elle doit pouvoir comprendre que les victimes attendent aussi qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait, qu'elle réalise l'horreur de ce geste qu'elle a fait, de manière à ce que chacun puisse faire le deuil. En témoignant, Annie souhaite que sa sœur comprenne que si elle est responsable du drame, elle doit tout avouer lors du procès. Une étape que la famille de Christophe et Célia attend depuis 6 ans. Elle n'a pas tué que mon frère et ma nièce. Elle a tué ma mère de chagrin. Ma mère, ça fait 3 mois qu'elle vient de s'éteindre. De tristesse. Elle voulait savoir le verdict. Qu'est-ce que vous espérez de cette audience? Vous espérez des explications? Vous attendez quelque chose d'eux? Elle, non. Oui, lui, oui, j'aimerais bien lui poser une question. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as tué des gens que tu ne connaissais même pas? T'as tué une gamine l'âge à ta fille. Pourquoi? L'audience devant la cour d'assises de l'Ariège va durer 6 jours. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesinos restent présumés innocents.